Bonjour et bienvenue dans Parents sans filtre. Je suis Pam Solution, coach couple parental. J'accompagne les mamans à retrouver leur identité de femme et les couples à se reconnecter après un ou plusieurs enfants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maraki Gru. Bienvenue. J'admire beaucoup ton approche. Tu apportes vraiment des informations et une clarté sur un sujet souvent trop flou qu'on va décortiquer ensemble, puisqu'il est sujet de la mécanique du burn-out et plus précisément aujourd'hui du burn-out parental. Exactement. Et j'aimerais qu'on commence par ta présentation. Oui, bah déjà merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là et de partager et de voir comment nos spécialisations se croisent, comme tu le disais. Donc effectivement, donc moi je suis Maraki Gru, je suis coach holistique et consultante en développement personnel et professionnel. Et effectivement, ma spécialisation, c'est ce que j'appelle l'épuisement intersectionnel. Donc au croisement de plusieurs types d'épuisement, aussi bien professionnel, parental, relationnel, culturel, familial. Et c'est vraiment là que ma spécialisation se trouve et là où je trouve vraiment un très grand intérêt et plaisir de travailler avec les personnes que j'accompagne. Donc voilà, c'est aussi basé sur mon approche qui est vraiment une approche qui est basée sur l'introspection et les actions, ou l'action de manière générale, ça peut être une petite action. Et c'est vraiment comprendre où se trouve l'épuisement, comprendre la source, comprendre aussi Mmh. les mécanismes de cette approche, de comment les schémas un peu se répètent et de trouver des actions qui vont vraiment aider au changement. Donc vraiment, c'est accompagné à travers une construction d'un plan qui est adapté à la personne en fonction de ces intersections qui se lient et qui forment cet épuisement de manière générale. Mmh. Ouais, super intéressant. Et dans ton travail, est-ce que le burn-out parental revient souvent quand tu as des mamans, alors qu'elles viennent pas forcément juste pour ça, mais tu détectes en fait le burn-out parental? Oui, exactement. Je pense que c'est là où je vois vraiment l'intersection. C'est par exemple, je me suis rendu compte qu'avec certaines des mamans qui viennent, qui vont venir m'approcher peut-être pour un burn-out professionnel, au fur et à mesure du travail que l'on fait, on se rend compte que bien évidemment, il y a un burn-out professionnel ou familial ou relationnel, mais il y a aussi le burn-out parental qui n'était peut-être pas détecté dès le départ par elle-même, mais au fur et à mesure des discussions, on se rend compte que ça joue. Mmh. Ça joue sur leur épuisement, ça se rajoute même, j'ai envie de dire, à d'autres formes d'épuisement. Et c'est là aussi qu'on essaye bien évidemment donc de réévaluer un peu ce qui était prévu et de l'adapter pour que, parce que cette prise de conscience aussi fait que ça apporte et ça nécessite d'avoir un accompagnement aussi qui est adapté. Ouais, tout à fait. Mmh. Et c'est fascinant ce que tu dis. Hem, Comment on pourrait définir le burn-out parental pour nos auditeurs? Parce que souvent, on dit souvent, j'entends en tout cas beaucoup de mamans qui me disent: «Non mais c'est bon, je suis juste fatiguée, ça ira mieux demain ou après une bonne nuit de sommeil». Exactement, oui, ça Mmh. passera quand je prendrai mes vacances dans 3 mois ou ce week-end, je vais faire 2 bonnes nuits, ça ira mieux. Effectivement, je pense que c'est des fois la réalisation en fait est assez difficile parce que ça a plusieurs niveaux de se rendre compte que le burn-out parental est impactant. Il y a une dimension qui est tout d'abord l'épuisement, qui Oui, est un épuisement qui est physique, mais aussi qui est émotionnel et qui est très profond. Donc c'est un oui, épuisement qui est constant, qui a un impact dans la vie aussi au quotidien, bien évidemment, aussi bien physiquement, ça peut impacter le sommeil, les prises de décision de manière générale, et on sait très bien que les parents ont besoin de prendre 50 000 décisions par jour, et donc c'est ça. exactement. Donc ça peut impacter ça. Donc en fait, on se rend compte aussi que le repos, comme j'ai dit, que ça peut être une nuit de sommeil ou se dire qu'on va dormir, c'est pas obligatoirement le cas parce que dans beaucoup de situations, il n'y a pas un vrai repos qui est possible, et surtout sur une courte durée, ça n'impactera pas au long terme. Donc c'est plus ça. Donc on se rend compte, donc la première dimension, c'est vraiment cet épuisement physique et émotionnel. Mmh. La deuxième dimension, ça serait un peu une sorte de distanciation Mmh. émotionnelle où on se rend compte que ben, les parents sont peut-être plus sur de l'automatisme de tous les jours, qu'est-ce qu'on doit Mmh. faire, sans qu'il y ait plus que ça. Donc c'est vraiment, c'est ok, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? C'est déposer à l'école, revenir, aller au travail, etc. C'est vraiment plus dans Mmh. les automatismes, même dans les prises, exactement. Même dans les Mmh. prises de décision, c'est vraiment un enchaînement qui est ok, on sait ce à quoi on s'attend sans qu'il y ait plus de réflexion. Et il y a une troisième dimension qui est plus au niveau d'une sorte de perte de sentiment d'accomplissement ou d'appréciation de ce rôle de parent, qui fait qu'on est plus dans cet instinct de survie plutôt que de vivre et d'apprécier son rôle. Et je pense que c'est là aussi qu'il est important de rajouter qu'il peut y avoir aussi ce sentiment de culpabilité, Mmh.
prise de conscience que mais pourquoi je ne comprends pas. Donc, et c'est là en fait que c'est important d'intervenir et de se rendre compte qu'effectivement il y a peut-être quelque chose qui a à faire, un accompagnement ou juste une prise de conscience qui va permettre un peu de faire avancer ça. Donc c'est un peu ça les dimensions, les trois dimensions qu'on peut voir sur le burn-out parental. Ouais, super. Et d'ailleurs, ces trois dimensions-là, c'est donc lié aux études de Louvain, parce que tu parles Exactement, des trois piliers, c'est ça. Et donc, notamment exactement. cette distanciation qui est affective, c'est le moment où justement tu dis on devient un peu robot avec ses enfants, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et je pense que souvent, parce que, enfin, sans faire de généralité, souvent à ce moment-là, je pense que c'est cette réalisation qui peut faire que ce sentiment de culpabilité aussi est un peu plus profond parce qu'on se dit, mais pourquoi je ne profite pas en fait. Il n'y a pas de sensation de se dire qu'on profite vraiment de son rôle de parent. Et on sait très bien que ben, dans le rôle de parent, comme la culpabilité, elle joue un grand rôle parce qu'on Mhm. veut vraiment faire le meilleur et c'est totalement entre guillemets normal. Mais je pense que des fois, ça peut rajouter un poids plus que de la motivation de faire Mhm. son meilleur pour les enfants ou pour l'enfant. Oui, c'est le fameux driver soit parfait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et qui impacte sur plusieurs dimensions. Et donc, dans la dimension parentale, je pense que c'est le plus grand driver quand même, Oui, c'est la culpabilité. en effet. Et comment on pourrait différencier l'épuisement parental d'un vrai burn-out parental? Où est la limite, en fait? Où est la ligne, finalement? Je pense que la ligne, elle est plus déjà dans la prise quand on se rend compte qu'il y a quelque chose en fait qui est quotidien, qui ne change pas. Mm, Où c'est pas juste un épuisement qui est ponctuel, où on va dire que ça ira mieux, parce que en tant que parent, c'est très bien que l'épuisement rentre en jeu. C'est mm, un fait. On accueille un nouvel enfant, on accueille son premier enfant, oui. c'est les nuits sans sommeil, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, quand ça dépasse un certain moment, il y a une ligne qui fait qu'on passe à quelque chose d'un état ponctuel à un état de fait qui est Mm, constant et qui ne dure pas juste les premières années, mais qui est au quotidien sur ouais. plusieurs années. Et à partir de là, c'est là où on rentre, enfin plusieurs années ou plusieurs mois, c'est là où on rentre dans quelque chose qui devient une habitude Mm, plutôt qu'un moment ponctuel en fait dans la vie de parents. ouais. C'est exactement en tout cas, ce que je vois à travers les coachings et Ouais. c'est assez troublant, quelque part. Oui, Quand oui, on parce que voit une durée longue comme ça, d'épuisement, en fait, et où on ne ouais. se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Oui, parce qu'en fait, on a tellement d'autres choses à gérer et aussi, je pense que la santé, aussi bien mentale que physique, Mm, souvent passe à un second niveau. On va s'occuper plus mm, de l'enfant, des enfants, de ce qui doit être fait, du travail. Et finalement, en fait, sa prise en compte de soi, de sa santé mentale ou même physique, parce que les deux sont liés, bien évidemment, mm, quand ça passe en fait sous un second plan, en fait, c'est là où la ligne devient vraiment plus dure à identifier, de se dire mais mm, est-ce que c'est quelque chose qui est ponctuel, est-ce que c'est dû à ça ou à X en particulier, ou ça vient ça ne s'arrête pas. Et je pense mm, que c'est là que la ligne doit être faite entre un épuisement juste de parents et là où ça devient vraiment un burn-out. Ouais. mm. Ouais, et on dit souvent que les parents les plus investis, en fait, c'est ceux qui ont les valeurs les plus hautes, qui tombent Ouais. en premier. Et est-ce que ce perfectionnisme, en fait, n'est pas finalement le premier piège du burn-out parental? Oui, on pourrait le dire, mais d'un autre côté, comme je l'ai dit, je pense que le fait d'être parent, une des premières choses qu'on souhaite, c'est pouvoir être, ou tout simplement être un parent parfait. Si je me trompe pas, je pense que c'est un peu le cas. Et vouloir en fait être parfait, c'est-à-dire que ben, aussi bien par la pression qu'on se met, Mm, déjà, mais aussi par la pression aussi sociale, peut-être culturelle ou familiale, ou l'environnement dans lequel on est, en fait. Et c'est là où encore je parle d'intersection parce que c'est très intéressant de voir ces différents types de pression et réussir à les définir pour pouvoir mm, avancer. Et je pense que ça fait que ben, la première chose qu'on veut se dire, c'est ben, on est parfait. Surtout, je pense aussi à l'arrivée d'un premier enfant, on est parfait, on fait tout, les biberons, la nourriture, ah, il faut pas, après quand l'enfant grandit, pas de télévision. Il y a tellement de mm, choses aussi qu'on voit dans les réseaux de ce que c'est être un parent parfait ou idéal. mm, Mais dans les faits, je pense que c'est important de remettre après dans le contexte de la personne en particulier, qu'est-ce qui est vraiment faisable et qu'est-ce que la personne définit comme étant la perfection pour elle. Et je pense que c'est dur de le faire et mm. de prendre du recul et de réussir à le faire
dans un environnement qui va permettre aussi bien de profiter de son rôle de parent, mais aussi de, donc avec son lien avec l'enfant, mais aussi pour soi. Mmh. Donc C'est c'est là ouais. où on doit avoir du recul et on peut, aussi se faire accompagner pour l'avoir. Oui, je pense que Mmh. enfin, c'est pas obligatoirement devoir avoir du recul, c'est réussir en fait à en avoir parce que c'est pas tout de suite un Oui, oui, acquis. oui. Mmh. Exactement, ouais. Comme c'est pas tout de suite un acquis, je pense que réussir à avoir ce recul-là, ça demande du temps. Je pense que des fois, quand on est pris dans les tâches du quotidien, exactement, et dans les tâches au quotidien, c'est pas évident de prendre le recul et Mmh. de penser juste à soi, d'avoir 5 minutes, et que dans ces 5 minutes-là, en plus, on prenne le temps de se dire, mais qu'est-ce que j'ai besoin de quoi exactement maintenant? Je Exactement. pense que ouais, c'est un peu difficile. Mmh. Et j'ai une question qui revient souvent, et j'ai beaucoup envie que tu répondes à celle-là. C'est Dis-moi. est-ce que, le burn-out parental finalement, il touche autant les papas que les mamans? Ou est-ce qu'il y a une réalité en fait différente selon le genre? Bon, je pense que sur ça, il faut vraiment nuancer les propos, même si effectivement, dans les faits, ou si on regarde les chiffres, il s'avère que dans la structure familiale, par exemple, si on prend une étude de 2022 de l'INSEE qui explique que, par exemple, les femmes ont des tâches domestiques qui sont de Mmh. 3 heures, 3h30, comparé aux hommes qui est de 2 heures. Donc déjà, ça, enfin, on va dire c'est une généralité. On pourrait dire effectivement que cette dimension genrée peut impacter, mais ça n'empêche pas que les deux cas sont possibles. Un papa peut Mmh. être en burn-out parental, tout comme une maman. Donc c'est important de le noter, de se dire effectivement, il y a une notion et une dimension plutôt à prendre en compte de la réalité, de qui s'occupe le plus des tâches, mais aussi domestiques, on va dire, et des enfants. Mais dans les faits, les deux sont aussi dans la possibilité d'être dans un burn-out parental. Oui. En plus, on entend un peu tout et son contraire sur le burn-out parental. Toi qui étudies de près les dossiers, est-ce qu'on peut établir une chronologie précise de l'effondrement et par quoi ça commence logiquement? Et surtout, quels sont les signaux d'alarme en fait concrets que tu peux apporter en fait pour que ça devienne une surveillance en fait sur les mamans, sur les parents, etc. Parce qu'on les Ouais. minimise beaucoup trop en fait. On se dit ah mais c'est juste aujourd'hui parce que je suis pas bien, je me suis levé du mauvais pied. Oui, je pense que ce qui est difficile à réaliser aussi bien pour la personne qui le vit, mais aussi pour la personne en face, c'est que des fois, il y a vraiment ce que je peux considérer comme une sorte d'effondrement, mais qui est vraiment silencieux. C'est Mm. invisible parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même tout est fait, les tâches sont faites, mais c'est de l'automatisme. Et donc en Mm. fait, et si tu rajoutes ça au fait que ben, la personne est dans cette idée de il faut que je sois un parent parfait, ça Mm. peut aussi être un automatisme en continuant ben, d'aller au travail, d'être efficace dans le travail de tous les jours, dans les tâches à faire pour la maison, sourire en disant bonjour quand on va récupérer les enfants, rentrer à la maison, garder le sourire, dire ça va. Et donc ça fait que petit à petit, enfin, dans la réalité, au fond, il peut y avoir ce qu'on peut considérer comme vraiment petit à petit cet effondrement silencieux qui fait que c'est pas obligatoirement visible non seulement pour la Mm. personne qui le vit, mais aussi pour le partenaire de la personne. Enfin, le ou la partenaire. Et donc, ça fait Mm. qu'à partir de là, réussir à identifier devient vraiment difficile. Maintenant, après, c'est avoir en fait certaines répétitions, de voir que il y a peut-être que son partenaire demande peut-être d'être aider, pas obligatoirement aider, mais demande plutôt d'avoir un moment pour soi ou Mm. est constamment fatigué ou a peut-être des crises de pleurs ou autres. Et donc en fait, c'est réussir à détecter petit à petit. Et je pense que c'est dur entre guillemets, de le détecter, mais si c'est le cas, par contre, là, je pense que ce qui est important, c'est de savoir que la personne qui est en face et ce que son partenaire ou sa partenaire, en fait, agissent un peu Mm. avec déjà sans se dire qu'il faut minimiser. Parce que je pense que c'est important. La première chose, c'est ne pas minimiser quand son partenaire dit je suis fatigué et que c'est pas juste une fatigue qui dure, comme j'ai dit, Ouais. euh, dans cette idée de l'épuisement juste d'être parent, c'est au-delà de ça. Donc je pense qu'il faut déjà les croire et ne pas minimiser quand on dit je suis fatiguée, ça va passer, Ouais. etc. Et après ça, c'est plutôt trouver, pas juste dire comment je peux aider, mais vraiment plus proposer des solutions concrètes. Faire des actions qui vont aller dans le sens de comment je peux alléger en fait
le poids ou bien les choses que mon partenaire a à faire, réussir en fait avec des propositions et des choses, des actions concrètes, pas juste Oui. le proposer. Et vraiment de le prendre au sérieux. Et quand certains signaux deviennent un peu trop, je pense qu'il faut aussi passer à l'action et se dire, OK, est-ce que là, peut-être la personne devrait regarder pour aller voir un thérapeute, un coach, un médecin, vraiment peut-être trouver de l'aide externe ou professionnelle, Mm. ou peut-être essayer de trouver même de l'aide au sein de sa famille si c'est possible. Donc c'est plus Oui. vraiment ça, et surtout euh, s'assurer qu'il y ait non seulement une bonne communication dans le couple, et aussi de la patience, parce que ça va demander un peu de temps. Ça va demander, ouais. Je pense que la base vraiment pour ça, c'est réussir à avoir une bonne communication et avoir de la patience pour réussir à vraiment s'entraider ou aider la personne qui se retrouve dans l'état de burn-out parental. Ouais, c'est ultra intéressant ce que tu dis parce que tu as soulevé énormément de points. Ça nous fait une bonne transition pour parler justement du burn-out et du couple. C'est vrai que le burn-out ne s'arrête pas à la porte de la chambre des enfants. Il s'invite Exact. souvent dans le lit de couple. Et il y a Anna Roy qui le dit d'ailleurs très bien dans son livre Baby Clash. Mhm. L'arrivée d'un enfant est un séisme. Ouais, C'est magnifique, c'est beau, c'est évidemment, c'est plein de bonheur, mais c'est un séisme pour, surtout pour le couple et l'identité de chacun des parents. exactement. Et j'aime beaucoup aussi ce que tu as relevé sur la communication, parce que ça, c'est quelque chose, en effet, que je traite à travers mon outil PCM avec les couples. Et c'est vraiment réapprendre à comprendre déjà comment nous, on communique. Exactement. Et comment on peut communiquer mieux avec la personne en face parce que c'est pas évident. Parfois, on se Mm. rend pas compte de ce qu'on dit, de ce qu'on soulève comme driver. Et Ouais. l'autre peut tout de suite dire, ah, ok, là, elle est en état de stress. On peut redescendre ensemble et justement s'écouter. C'est ce que tu disais tout à l'heure et Ouais, prendre le temps pour exactement. stopper. Ouais, c'est pas simple en effet pour tout le monde. Mais c'est une réalité et la société fait aussi beaucoup d'injonctions et nous culpabilise énormément sur notre rôle parental. Mais sachez que vous faites, les parents imparfaits, un travail merveilleux Oui, je pense, et que vous ouais, donnez beaucoup d'amour à vos enfants, c'est tout ce qui importe en fait. oui, et puis je pense aussi c'est de savoir qu'il y a aussi il y a des solutions existent, c'est trouver aussi celle qui est adaptée à soi, Exactement. mais il y a des solutions quand même qui existent, et je pense que c'est important de le rappeler, parce que ça paraît beaucoup, on parle beaucoup on a dit beaucoup de choses qui paraissent être peut-être insurmontables, mais dans les faits, il y a, Mm. il y a, il y a des solutions pour aller de l'avant, ça c'est important de le rappeler malgré tout. Ouais, c'est ça. Parce que les solutions, c'est pas on va juste prendre un bain moussant et puis ça va passer, on sait que ça marche pas. Peut-être dans certains contextes, mais dans d'autres, encore une fois, ça dépend À du long degré, terme. quoi. Voilà, Oui. c'est ça, ça dépend, ça À dépend. long terme. Et d'ailleurs, parlons de la balance de Roxcam, pardon, de Roxcam. Moi, je conseille souvent de lister en fait les stresseurs. Alors, Mhm. si vous pouvez analyser les risques et les ressources, par exemple, vous listez tout ce qui vous coûte, les trajets, les cris, etc. Et tout ce qui vous ressource à côté, des aides extérieures, le sport, se faire Ouais. joli, et du shopping même, c'est ce que j'en entends beaucoup qui disent, moi j'ai besoin de faire du shopping. Bon, bah, fais du shopping. Et en fait, pour sortir du burn-out, il faut soit baisser ses risques, soit augmenter les ressources. Si on peut faire les deux, tant mieux. Mhm. Mais on peut pas juste dire je vais tenir bon. Et selon toi, quelles ressources concrètes tu leur ferais ajouter pour pencher la balance du bon côté? Je pense que déjà, il faut déjà reconnaître, en fait, et réussir à nommer ce qui ne va pas. Je pense que déjà, juste d'avoir, comme on disait, Mm. d'avoir le temps, exactement, d'avoir juste le temps de réfléchir, un temps de réflexion pour se dire, ok, je sens que je ne vais pas bien, pourquoi je ne vais pas bien, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Mm. Est-ce que c'est juste une fatigue passagère? Est-ce que c'est autre chose? Et en fait, réussir à avoir ce temps-là et ce recul-là, je trouve que c'est déjà très important. Mm. Et à partir de là, en fait, quand on l'a réussi à l'identifier soi-même, donc, trouver et identifier qu'est-ce qui pourrait nous aider, en fait, trouver de l'aide. Est-ce que c'est demander de l'aide, et aussi, encore une fois, ne pas avoir peur ni honte Mm. de chercher de l'aide ou de demander de l'aide,
autour de soi. Après, je pense que la définition d'aide dépend de la situation de chacun, parce que ça peut être aussi trouver de l'aide au sein de sa famille ou trouver de l'aide aussi extérieure si on peut, trouver de l'aide professionnelle si on sent qu'à partir de ce moment-là, on a vraiment besoin de quelque chose de plus pro dans l'aide et vraiment se dire que au-delà de trouver de l'aide aussi, c'est de se dire qu'il y a des non négociables. C'est aussi réussir à trouver des poches de temps pour soi. Parce que c'est avoir je trouve, ça aussi, c'est une dimension qui est importante, avoir ces petits moments pour soi dans la journée. Et en fonction de chacun, ça peut être différent, ça peut être 15 minutes, comme 30 minutes, c'est réussir à juste et se dire que ça, c'est des non négociables pour soi. Ça permet à ce moment-là, comme j'ai dit, de pouvoir avoir le temps aussi de réfléchir qu'est-ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps, ce dont j'ai besoin, et comment aussi le verbaliser. Et après, c'est cette idée dont je parle quand je parle de ma méthode, c'est d'introspection, vraiment de réfléchir à pourquoi ça arrive maintenant, comment est-ce que ça se passe, réussir à voir en fait quels sont les schémas, parce qu'en fait on peut se dire que ça va mieux, mais en fait il y a peut-être des schémas aussi répétitifs à revoir. Et après, bien évidemment, c'est des actions adaptées à sa situation. Donc c'est comme ça que, en tout cas, moi, je le vois comme dans ma pratique de manière générale avec les gens avec qui je travaille et aussi ce que je pourrais proposer ou recommander. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, ça couple bien avec enfin, nos deux spécialités quelque Exact, part. Parce exactement. que souvent, je préconise aux mamans, enfin aux couples, c'est de trouver en fait un espèce de rituel, Mhm. parce qu'on s'oublie en fait tous les jours. Ça, c'est une évidence, voilà, c'est comme ça. Et par exemple, prendre 15 minutes de sport et quelque part un autre dans la journée, 5 minutes pour respirer, pour juste rien faire. Et Ouais. rien faire, souvent, c'est une catastrophe. Ouais, c'est On dur. a oublié en fait comment on fait pour rien faire. Ouais. Il y a une maman qui m'a dit, mais moi je me suis posée. Au bout de 10 secondes, je me suis relevée, je me suis dit, ah non, il y a un truc à faire, il y a la machine à laver étendue. Ouais, Et en c'est fait, dur. c'est une réalité, hein. On en rigole parce que c'est vrai que ça dédramatise un peu la chose, Ouais, mais c'est vraiment ça. Et quand tu parles de demander de l'aide, oui, il faut briser cet isolement. Le exactement. burn-out se nourrit du silence, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Et parler à un Exactement. professionnel ou à un groupe de pères, de mamans, Ouais. réduire en fait le niveau de cortisol et du coup ton niveau de stress, quoi. Oui, c'est exactement ça. Je pense que aussi c'est important ce que tu as dit de dédramatiser. Bon, voilà, on en parle, etc. Mais oui, c'est une réalité et je pense que c'est de se dire juste de trouver même 5 minutes de réflexion pour soi. Mm. Je sais très bien que c'est difficile, c'est pas évident et ça demande encore une fois cette idée de prendre le temps pour soi, de recul parce que si on commence avec même juste on va dire 2 minutes de réflexion, au lieu de se dire que ah mais C'est ça. il y a la machine, il y a les courses, ah, il y a qu'est-ce qu'ils vont manger ce soir, Mm. etc. Ok, donc mais réussir de passer de ça à mais en fait moi qu'est-ce Mm. que je veux. Et je pense que c'est pour ça que je le répète, je pense qu'il faut aussi avoir une certaine patience et gentillesse envers soi-même. C'est pas quelque chose qui peut changer du jour au lendemain et c'est Oui. souvent quelque chose qui demande du recul et comme j'ai dit aussi de se laisser l'espace. Donc c'est pour ça tout à l'heure quand tu parlais des différentes étapes, il y a cette dimension de se dire qu'il y a quand même d'essayer de se poser des non négociables pour soi. Carrément. Mm. Ouais, parce qu'il y a des non négociables pour les autres, mais c'est se les mettre pour soi c'est plus dur à mettre en place et c'est pour ça que des fois, ben, on a besoin d'avoir cette aide extérieure et elle peut être définie ou changée selon le contexte et les possibilités de chaque personne, mais je trouve que c'est important de le rappeler. Mm. Tout à fait. Et c'est vrai que on vit, comme je le disais tout à l'heure, dans une société avec une performance parentale incroyable. Et de plus en Ouais. plus, il y a eu beaucoup d'études là-dessus, on va pas en reparler. Mais du coup, j'imagine aussi que tu débranches cette culpabilité par la bienveillance. Et quand tu dis faut s'occuper de soi, en fait, je le dis souvent, hein, mais je pense que tu vas me confirmer tout ça. En fait, s'occuper de soi, c'est pas égoïste, c'est se faire du bien pour faire encore plus de bien aux autres qui nous entourent.
Et une maman épanouie, je le dis souvent, hein, c'est pas un slogan. Ouais, Une maman épanouie, bah, c'est une famille épanouie, en fait. Parce que la femme, elle devient épanouie dans tout, dans son être, dans son couple et dans son foyer. Donc en fait, c'est un peu le moteur, c'est un peu ce que j'appelle la pile, énergie du foyer. Si ouais, elle est heureuse, mais carrément, mais tout le monde est heureux. C'est pas pour dénigrer les papas, jamais. mais comme on l'a dit dans les études, c'est quand même plus les mamans qui souffrent du burn-out parental. Et si on arrive à sortir de là et qu'on redevient lumineuse, bah, c'est toute la famille qui s'épanouit. Donc ça, c'est énorme. Merci pour tout ça, Maraki. Merci pour tous tes conseils. Non, Merci c'était pour avec plaisir. tous ces éclaircissements parce qu'il y a beaucoup de parents, je pense, qui pensent simplement à un épuisement et pensent que c'est la normalité, en fait. Ouais, ouais, Que c'est pas un vrai burn-out qui mérite en fait qu'on s'occupe de lui comme une maladie, tu vois, comme quelque ouais, chose qu'il faut réparer, il faut améliorer ça. Et du coup, totalement. si, s'il y a un parent qui nous écoute et qui se reconnaît, quelle est la première chose voilà, qu'il peut faire dès demain? Je pense, comme j'ai dit, c'est tout d'abord se dire en fait et se laisser le temps de réfléchir à comment est-ce que je veux vraiment. Je pense que c'est réussir déjà réussir à se poser cette question-là et premièrement, donc déjà de se laisser, comme j'ai dit, le temps de trouver du temps pour soi et en deuxième temps d'utiliser ce temps-là pour se demander en fait comment je vais réellement et où est-ce que j'ai besoin d'améliorer certaines choses ou de revoir certaines choses. Et je pense qu'à partir de là, en troisième temps, c'est de se dire, OK, à quoi ça va ressembler Mm, ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est une aide ponctuelle? Est-ce que c'est une aide mm, fréquente? Est-ce que c'est... Donc, c'est réfléchir un peu à ça. Donc, comme j'ai dit, ça demande vraiment déjà de passer par cette première étape de réfléchir un peu de ce temps à soi, mm, réussir à le mettre en place et après l'avoir mis en place, réfléchir à ben, maintenant, en fait, j'ai besoin de quoi concrètement, ça mm. ressemblera à quoi, et après de passer à l'étape d'un bain. Le concrètement, en fait, je L'action. le mets en action. Ouais. Mm, tout à Ça fait. paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. Je pense Non, mais c'est c'est bien, tu as bien résumé ouais, les étapes en ouais, fait de la réflexion jusqu'à l'action et je pense que c'est ce qu'ils ont ouais, envie d'entendre et ce qu'ils ont besoin tous. ouais. Ok, bah, merci pour tout ça et j'aimerais Merci à savoir toi. aussi bah, où on peut te retrouver si quelqu'un veut aller plus loin avec toi. Oui, ben, bah, déjà merci pour aujourd'hui. Franchement, c'était une belle occasion d'échanger. On pourrait continuer comme ça, je pense, pendant Ah longtemps, oui. de trouver les croisements là où nos expertises vraiment se rejoignent. Écoute, moi, on peut me retrouver sur mon site qui est www.marakigroup.com. J'ai aussi sur LinkedIn des articles qui paraissent actuellement qui sont disponibles en anglais mais qui seront disponibles bientôt en français. Et à partir de mon site aussi, on peut avoir accès à mon LinkedIn, mon Instagram. Je précise aussi que je fais mes sessions aussi bien en français qu'en anglais. Et donc voilà, c'est là où on peut me retrouver pour le moment. Eh bien, merci pour ces informations. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller se jeter tout ça. Mais avec plaisir, je les invite à le faire. Merci infiniment, Maraki, pour cette Merci à conversation toi, honnête et précieuse. Ce que tu partages, ça va sûrement résonner j'espère. avec les mamans. Alors, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager avec une de vos mamans préférées, copine, amie, famille, ce que vous voulez. C'est un acte d'amour. Mm. Et si vous traversez une période difficile en ce moment, sachez que vous n'êtes pas toute seule. Ouais. Et vous pouvez évidemment aussi me retrouver sur Instagram, Coach Pam Solutions et mon site internet également. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, respirez et ciao les parents pas parfaits. Ciao Maraki. Ciao.